Le Ghana offre une leçon à ses voisins, notamment à la Côte d'Ivoire. Nous essayerons aussi de répondre à cette question pour répondre à ces questions de consultants. Pulcher Balé et Eric Bayala. Bonsoir, Pulcher Balé. Bonsoir. Bonne semaine à vous. Merci. Bonsoir à vous, Eric Bayala. Bonne semaine aussi à vous. Merci, Sidi. Tout de suite, place à la première partie, durabilité et alternative à l'opération spéciale épervier. Tout d'abord, Eric Bayala, quel bilan tirez-vous de cette opération depuis son lancement? Je peux dire que, au regard des chiffres communiqués par la police, c'est déjà encourageant parce qu'il y a 2 opérations éperviers qui se sont tenues. D'abord, le 7 novembre, on a lancé l'opération épervier 10 qui consistait à traquer un peu tous les endroits criminogènes, les foyers criminogènes. À cela, il y avait également la destruction des fumoirs. Il y avait aussi la volonté de démanteler tous les réseaux de trafic humain. Et puis, lutter également contre l'installation des gares anarchiques. Ça, c'était déjà engagé par l'opération Épervier 10. Et puis, depuis le 1er décembre, il y a eu cette grande lutte engagée pour la sécurité routière, une opération spéciale qui consistait donc à vérifier les différents engins. Nous parlons de véhicules, de motos, pour voir la régularité des pièces, aussi bien au niveau des assurances automobiles, au niveau également des visites techniques, les vitres teintées, les plaques banalisées, et puis la vignette automobile. Et quand on met tout ça ensemble, on se rend bien compte que depuis le début de cette opération, nous en sommes à un peu plus de 5000 engins saisis. Je dis mais à 8500, après les 8500. Bon, 8500, seulement que le premier jour, on était déjà à 109 véhicules pour défaut d'assurance au niveau de d'Abidjan. On avait également des véhicules saisis pour défaut de visite technique. En clair, il y avait 218 voitures qui avaient été saisies au niveau du district autonome d'Abidjan pour défaut de visite technique, défaut d'assurance automobile. Et puis, il y avait également défaut de vignette, 67 voitures, me semble-t-il. Et puis, au niveau des motos, il y avait 23 cas de fourrière pour défaut de casse au niveau des conducteurs. Et donc, quand on regarde tout cela, je pense que c'est une bonne opération parce que cela participe non seulement à la sécurité routière, mais vous voyez qu'on fait sortir donc du trafic tous ces engins qui ne sont pas conformes et qui n'ont pas les documents pour pouvoir circuler. Ça réduit considérablement les embouteillages, quand bien même que nous sommes en période de fête où le trafic de la mobilité est très important. Aujourd'hui, on arrive à circuler quand même un peu aisément parce que c'est une période où le trafic est important. Et donc, quand on a pu mettre en fourrière plus de 8000 engins, vous voyez que cela est vraiment bien à propos. Mais Pulcher Balé, est-ce qu'il faut se réjouir de l'opération spéciale épervier? Oui, absolument. Elle contribue forcément à la sécurité de tout le monde, surtout les véhicules de transport en commun. Mais cela nous emmène à plusieurs interrogations, puisque en très peu de temps, on a obtenu de bons résultats. Il faut préciser que c'est une opération qui est menée conjointement par le ministère du Transport et celui de la Sécurité. Est-ce à dire que quand il n'y a pas d'opération, la police ne ferait-elle pas bien son travail? Pourquoi est-ce que c'est dans cette opération qu'on enregistre ces résultats? Est-ce que si la police faisait bien son travail, on aurait besoin de ce type d'opération? En fait, c'est des questions qu'on se pose parce que tout le monde sait qu'à cause du racket, les policiers laissent passer beaucoup de choses et donc ça devrait interpeller les autorités pour essayer de voir comment renforcer les contrôles de routine. Parce que cette opération est spéciale, parce que nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup d'activités et les malfaiteurs aussi s'activent. Donc en dehors même du contrôle des pièces, il y a aussi toutes les mesures qu'on prend
pour renforcer la sécurité. Donc moi je pense qu'il faut s'en réjouir, mais il faut aussi s'interroger sur ce qu'il faudrait faire pour ne pas qu'on attende seulement ce genre d'opération pour avoir de bons résultats. Et on a l'opportunité de vous avoir, donc qu'est-ce que vous proposez comme solution pour pouvoir permettre de perpétrer cette opération, sinon ce type de contrôle? Oui, d'abord il faudrait que dans le cadre de leur travail quotidien, les policiers soient beaucoup plus sérieux. Parce que à prendre de l'argent pour laisser partir des personnes qui ne sont pas en règle, ils ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle, donc c'est eux qui contribuent à cela. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de sérieux dans leur travail et puis peut-être qu'il faut pouvoir encourager les populations aussi à signaler ce genre de cas. Mais l'autre chose, c'est de faire des patrouilles. Ici, je ne sais pas si les gens font des patrouilles, mais ce que il nous est donné de voir dans les autres pays, à la télévision, on entre dans les quartiers. Je vous disais la dernière fois que aux 220 logements, il y a des citoyens qui se plaignent du fait que dans leur bâtiment, il y a des drogués. On m'a parlé du bâtiment Manivelle précisément, qui sont là et qui gênent les populations, ils sont parfois violents. Et ça, on en parle publiquement. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu qu'il y a une patrouille de la police ou de la gendarmerie qui allait vérifier ces faits-là. Et ce n'est pas que les habitants ne se plaignent pas. Hein. Ils savent qu'il est de leur devoir d'aller à la police pour signaler ce genre de cas, mais on ne voit pas de changement. Donc, en plus de trouver les moyens de réduire le racket, et on sait que c'est possible, on l'a vu sous le président Gueye, il faudrait qu'on renforce la sécurité dans les quartiers. Les fumoirs sont connus, il y a des zones qui sont très criminogènes, qui sont connues. Il faut trouver des solutions pour régler toutes ces situations-là, pour que vraiment la sécurité des citoyens soit assurée. Bien, Eric Bayala, on revient à notre sujet. On n'arrive toujours pas à comprendre. Malgré la police, des véhicules non conformes continuent de circuler à Abidjan. Oui, mais c'est qu'il faut... Parce qu'avec ce qu'on constate, les plus de 8000 véhicules saisis, non, mais ce qu'il faut noter, c'est que vous savez très bien que le trafic à Abidjan, ces dernières années, au regard de la multiplicité des bonnes voies, on a quand même enregistré un trafic important de déplacement en véhicule, aussi bien en véhicule personnel qu'en véhicule de marchandises. Et les forces qui sont commises pour le contrôle, notamment la police, en ce qui concerne l'unité de la régulation de la circulation, sont à des endroits bien connus. Et c'est pas parce que la police ne fait pas son travail, effectivement, il faut saluer le travail de la police. C'est vrai que dans leur rang, il y a quand même des brebis galeuses et que la notion du racket... Les brebis galeuses, là, sont plus nombreuses. Hein. Que la notion du racket revient le plus souvent. On ne va pas jeter, si vous voulez, on appelle ça, cette opprobre-là sur la police qui est une institution. C'est vrai, comme nous le disons, il y a dans ses rangs quelques brebis galeuses, ça on ne va pas le nier, mais la police fait son travail. Mais aujourd'hui, le résultat que nous avons connu, c'est parce qu'il y a eu un renfort d'unité. Il y a eu 500 éléments qui ont été mobilisés pour l'opération Épervier. Ça veut dire qu'en plus de toutes les différentes unités qui patrouillent, qui sont au contrôle quotidien, il y a eu un renfort d'effectifs. Et donc c'est ce renfort d'effectifs-là qui a permis plusieurs checkpoints. Et donc voilà pourquoi il y a eu ce coup de filet. Sinon, on ne dira pas que chaque jour que Dieu fait, la police, aussi bien en charge de la sécurité routière que celle qui est chargée de la sécurité des personnes, n'arrive pas à interpeller des bandits, des malfrats, ou bien n'arrive pas à mettre sous les teignoirs des véhicules qui ne sont pas en état de circuler. Cela se fait, mais il y a eu un bond considérable ces temps derniers à l'occasion de l'opération spéciale Épervier parce que les effectifs ont connu un nombre aussi important. Bien. Il y a aussi la corruption au sein de notre douane. On voit des véhicules qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas dédouanés, qui circulent à Abidjan, qui ont été saisis par Interpol et même des véhicules volés. Oui, normalement, il faudrait une coordination entre les différents corps. C'est pour ça que souvent, même dans les barrages, ils sont tous présents en même temps. Donc, c'est vraiment de sensibiliser toutes ces forces de l'ordre-là, que chacun fasse réellement son travail. Et ça nous ramène encore aux raquettes, parce qu'il y a des gens qui contournent même la mesure
de ne plus utiliser les véhicules, de ne plus acheter des véhicules de plus de 5 ans. Ils vont dans les pays frontaliers, mais c'est par les frontières là qu'ils passent pour faire entrer ces véhicules et c'est toujours dans notre administration qu'on va les immatriculer. Donc, il y a vraiment un travail important de coordination entre les différents corps pour que le résultat soit meilleur. Bien, dernière question, Eric Bayala. Oui, allez-y. Oui, mais je pense qu'à ce niveau-là, il ne faut pas forcément s'en prendre à nos forces de défense et de sécurité. On le dit de façon triviale que quand on parle à la poule, il faut aussi parler à l'épervier. Parce que c'est vrai, d'abord même, il faut que les populations elles-mêmes puissent avoir ce comportement citoyen. Parce que au lieu de s'en prendre forcément à la police ou à la gendarmerie pour les différents contrôles, quand on est un citoyen, on doit savoir qu'on n'a pas le droit de rouler une voiture qui n'a pas d'assurance. On doit savoir qu'on n'a pas le droit de rouler une voiture qui n'a pas de visite technique. Donc je pense que le premier pari commence déjà par le comportement du citoyen lui-même. En attendant que les forces de défense et de sécurité n'entrent en ligne de compte, il faut bien que le citoyen lui-même puisse, à son niveau, se faire cet état de conscience en ce qui concerne la régularisation des pièces administratives et des différentes pièces qui autorisent quelqu'un à sortir avec son engin. Mais quand vous n'avez pas d'assurance, non seulement vous êtes un danger pour vous-même, mais vous êtes un danger pour tous les usagers de la route. Quand vous n'avez pas de visite technique, c'est-à-dire que vous savez très bien que votre véhicule a des défaillances, malgré ça, vous sortez avec, vous êtes un danger pour la société. Et donc, c'est d'abord de notre ressort, nous-mêmes, en tant que citoyens, de pouvoir faire cette autocritique et de nous mettre en cause en ce qui concerne la conformité des véhicules, selon des pièces administratives qui nous donnent obligation de pouvoir sortir avec un véhicule. Mais quand on sait qu'on n'a pas les pièces requises et puis on sort avec son véhicule en espérant être pris par la police ou bien pour rentrer en négociation avec la police, je pense que là également, il y a un problème. Il faut que nous-mêmes, on fasse notre travail et ensuite continuer la sensibilisation au niveau des forces de défense et de sécurité. Aussi, qu'est-ce qui empêcherait, avant vous, qu'est-ce qui empêcherait de poursuivre ce type de contrôle? Parce qu'on voit le fruit de l'opération Épervier, spéciale Épervier. Pourquoi ne pas accentuer le contrôle et attendre jusqu'à la fin de l'année? Non, parce que vous savez que l'année, les mouvements et les trafics ne sont pas les mêmes au cours de l'année. Pendant les périodes de fêtes de fin d'année, il y a beaucoup plus de trafic à cause des différentes fêtes de fin d'année. Et donc cela mobilise, si vous voulez, ça donne droit à un trafic un peu plus important. Donc il faut mobiliser des forces supplémentaires. Et donc les forces supplémentaires, on ne peut pas les mobiliser à tout moment. Mais vous savez qu'il y a des unités, il y a des numéros verts qui ont été mis à la disposition. Il y a la police de la sécurité routière, qui est une unité qui a été créée pour renforcer également la sécurité routière. Il y a également les unités de police, les unités d'intervention. Il y a eu beaucoup de brigades qui ont été créées pour traquer le grand banditisme, tout et tout. L'État fait son travail. Mais seulement, comme nous sommes en période de fin d'année et que le trafic est un peu plus important, cela donc a donné droit à l'État de mobiliser plus de forces pour les mettre sur le terrain pour essayer de contenir ce trafic un peu plus important. Oui, je voulais insister sur la responsabilité des forces de l'ordre à 2 niveaux. Le premier niveau, on en a déjà parlé, c'est le racket. À cause du racket, ils ouvrent la porte à l'incivisme. Parce que ceux qui ne sont pas en règle se disent, je sais que si on me prend, je paye telle somme, on me laisse. Donc ça, c'est la responsabilité des forces de l'ordre. Mais l'autre responsabilité qui leur incombe, c'est qu'en général, c'est eux-mêmes qui enfreignent à ces règles. Tous ceux qui roulent avec les vitres teintées, les gens qui roulent sans leurs assurances, sans tous leurs papiers, très souvent, c'est eux-mêmes les forces de l'ordre. Parce qu'entre eux, ils ne s'arrêtent pas. Voilà, comme on dit dans le jargon ivoirien, chien mange pas chien. Donc, c'est important de le relever. C'est très important parce que s'ils sont rigoureux par rapport au premier point, c'est sûr que les citoyens entreront dans les rangs. Et si eux-mêmes
eux-mêmes, ils donnaient l'exemple aussi, ce serait bien, mais malheureusement, c'est eux qui ont ces véhicules avec des plaques bizarres qu'on décrit, c'est eux. Bien. Et même souvent, quand les gens veulent enfreindre à la loi, ils les prennent même pour les accompagner. Quand ils arrivent au barrage, c'est lui qui se présente et puis on passe. Donc franchement, oui, rapidement, 30 secondes. Il y a un ordre à mettre à leur oui, niveau. Oui, mais je veux dire, tout à l'heure, quand j'ai lancé l'appel au comportement citoyen, parce que payer un peu à chaque fois qu'on vous arrête, in fine, vous dépensez plus que quand vous allez vous mettre en situation régulière. Parce qu'au fur et à mesure qu'on doit vous prendre, si vous devrez avoir peut-être affranchi 4 ou 5 barrages par jour, et que je dis n'importe quoi, vous devrez payer peut-être 2 000 francs par barrage au minimum, ça vous fait déjà 10 000. Ça, c'est encore mieux. Bon. Il y a des corps habillés, des forces de forces de sécurité qui prennent même 500 francs avec le chauffeur de Bakar. Bon, ça, je veux dire... Les prix même sont pratiquement homologués. Bon, d'accord. Ça dit que même si vous devrez payer pour passer, imaginez-vous le nombre de barrages que vous devrez avoir dans une journée, que vous devrez débourser 500 francs par nombre de barrages. Je pense que ce serait intéressant d'avoir tous ces papiers. Quand vous avez tous vos papiers, vous-même, vous êtes à l'aise. Non, mais à faire des raquettes, là, c'est pas à faire des papiers. Hein. Bon, justement, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, nous sommes dans ce qui est factuel. Il y a des principes, les histoires des syndicats et autres, là. Tu as papier, tu n'as pas papier, tu payes. Bon, ça c'est un autre débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Voilà. Après avoir débattu de la durabilité de l'opération spéciale épervier, de ces défis, intéressons-nous maintenant à une figure historique et majeure de notre pays, la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, son rêve pour la Côte d'Ivoire reste-t-il vivant ou a-t-il été trahi par le temps et les réalités politiques? Nous en parlons dans cette partie avec nos consultants. Tout de suite, qu'est-ce qui vous interpelle 31 ans après la disparition du président Félix Houphouët-Boigny? Le samedi 7 décembre dernier marquait l'anniversaire de son décès. Oui, parler du président Félix Houphouët-Boigny, c'est toujours une fierté pour tous les Ivoiriens parce qu'il faut sortir du pays pour voir tout ce qu'il a réalisé qui fait que la Côte d'Ivoire a toujours été respectée à l'extérieur. Mais par rapport à ce qu'il aurait souhaité pour son pays, il y a 2 points que nous voulons relever. Le premier, c'est par rapport à la paix. Par rapport à la paix, c'est un échec total puisque depuis qu'il est parti, on n'a jamais eu de passation entre 2 présidents. Depuis qu'il est parti, c'est vraiment des élections chaotiques, c'est la déchirure, c'est beaucoup de problèmes, en tout cas de cohésion sociale. Donc à ce niveau-là, il y a un échec parce que la paix était devenue la 2e religion du pays. Et dire que elle se dégrade alors que des oufouettistes sont au pouvoir, c'est vraiment décevant. C'est très décevant. Ensuite, pour en venir à ce que le président Oufoué a dit dans sa dernière volonté, on a dit ses dernières interventions avant qu'il ne décède, il a dit, et je cite, « Je vous ai apporté l'indépendance politique. Il vous appartient, jeunes Ivoiriens, d'apporter l'indépendance économique. » Et il a ajouté la vraie indépendance. Et je crois que c'est là que se situe en réalité le point essentiel du bilan qu'on devrait faire de ce que le président Félix Houphouët-Boigny a souhaité pour son pays, l'indépendance économique. Et il a dit dans un contexte où il y avait la chute des coûts des matières premières, et tout le monde sait que quand on parle d'indépendance aujourd'hui, on parle de souveraineté. Le président Oufoué fait partie de ceux qui ont lutté avec le syndicat agricole africain pour les premières indépendances qu'on a eues. Je dis premières indépendances parce que lui-même, il a parlé ensuite de la vraie indépendance qui est basée sur la souveraineté économique. Donc, à ce niveau-là, il y a un véritable problème également parce que en Côte d'Ivoire, d'abord, la dette publique est énorme. En 2024, on était à 32 000, bon, on est toujours en 2024, à 32 000 milliards. On projette 34 000 milliards en 2025 et 37 000 milliards en 2026, avec un taux d'accroissement moyen annuel de 8,5%. Ça, c'est pas encourageant. Et puis, notre économie n'est pas détenue par des Ivoiriens. Ça, c'est un gros problème.
On ne saurait aller à la souveraineté économique si on n'encourage pas l'entrepreneuriat, si on ne prend pas en main notre économie. Donc, ce sont des entreprises étrangères à 98% qui sont dans l'industrie en Côte d'Ivoire. Et comme ce sont des entreprises étrangères, évidemment, ce sont des devises aussi qui sortent, qui ne restent pas en interne pour tourner afin de contribuer à la prospérité des Ivoiriens, à une meilleure redistribution des richesses. Donc, pour nous résumer, avec tout ce que le président Houphouët-Boigny a apporté comme base pour notre développement, le stade où nous en sommes là, on peut dire qu'on n'a pas réussi à gagner le pari de satisfaire ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Bien, Eric Bayala, 31 ans après la disparition du président Houphouët-Boigny, qu'est-ce qui vous interpelle? Et puis, votre avis sur cette réponse, c'est jugé d'échec par plus Eric Bayala au niveau de la paix qui était très cher à Félix Houphouët-Boigny, et puis l'indépendance économique aussi qui n'est pas atteinte par les différents successeurs du président Houphouët-Boigny. À ce niveau, je voudrais dire d'abord que saluer la mémoire de l'Ulysse disparu, parce que le président Félix Houphouët-Boigny est une figure très importante, j'allais dire une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Pardon? J'ai dit de l'Afrique. Ouais, bon, comme nous sommes directement concernés par cet héritage politique qu'il a laissé, mais je peux dire que le président Houphouët-Boigny a rêvé grand. Il a eu un grand rêve, il a tracé les sillons du développement de la Côte d'Ivoire. Et au niveau de son rêve, je pense que son rêve a été bâti sur 3 segments. D'abord au niveau politique, et puis au niveau économique, et puis ensuite au niveau de sa volonté de transférer la capitale véritablement à Yamoussoukro, qui était l'un de ses rêves qui lui était plus cher. Au niveau politique, le président Félix Houphouët-Boigny, pratiquement dans ces derniers jours, a non seulement admis le multipartisme en 90, et il a mis sur pied un parti fort, le PDCI-RDA, avec de grandes personnes, de grandes figures comme Grégoire Philippe Yassé, comme Dona Fologo, il y a eu Bala Keïta, il y a eu Henri Konan Bédié, pour ne citer que ceux-là. Mais dans la gestion donc de ce PDCI, malheureusement, la gestion des hommes s'est butée à un moment donné à une question de management du corps humain, et donc ça a créé le premier schisme en 93, en 94, avec la création du RDR. Et lui-même, comme il avait dit que le combat à mener, c'était le combat de la jeune génération qui devrait mener le combat de l'indépendance économique. Mais malheureusement, au cours des années 90, la Côte d'Ivoire a été mise sur ajustement structurel parce qu'il y avait la crise. Et donc, il a fait appeler le président Alassane Ouattara, qui était venu pour sortir donc la Côte d'Ivoire de ce marasme économique. Il a fait donc appel à cet aspect monétariste, économique et académiquement financier pour mener ce combat-là. Et aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire a également joui d'une belle embellie économique, quoi qu'on veuille ou pas. Le visage de la Côte d'Ivoire a changé, la Côte d'Ivoire fait plaire, la Côte d'Ivoire, quand vous la voyez, elle est rayonnante, la Côte d'Ivoire est dynamique, la Côte d'Ivoire au niveau international, quand vous voyez les différents taux, on a parlé d'endettement, mais le seuil qui doit amener à inquiéter n'a pas encore été franchi en ce qui concerne... Est-ce que la Côte d'Ivoire est indépendante aujourd'hui économiquement? Mais aujourd'hui, justement, quand vous regardez, on a dit que l'économie de la Côte d'Ivoire avait été portée par le binôme café-cacao, et il y avait ce slogan national qui disait que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, il y a une diversification des richesses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas forcément... son économie ne repose pas essentiellement sur le côté agricole. Vous avez vu au niveau des industries, on essaie un tant soit peu de transformer sur place nos matières premières. Il y a des usines de transformation du cacao en poudre, en chocolat pour certains. On a vu au niveau de l'ANACAD des usines qui sont installées également, qui font déjà la transformation au premier niveau. En ce qui concerne le palmier à huile, l'EVA, il y a la découverte des richesses minières qui sont mises en production, notamment au niveau du gaz. On a vu le cas Baleine, le cas Kalao. On découvre un gisement important d'or à Tanda.
Donc, il y a une diversification des richesses nationales qui vont faire que l'économie ne sera plus reposée essentiellement sur la mamelle café-cacao, mais sur beaucoup d'autres pans pour booster l'économie. C'est vrai qu'il y a encore des actions à mener pour que, dans un ensemble macroéconomique, on puisse se retrouver dans un résultat globalement satisfaisant. Avec tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on doit retenir que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui indépendante économiquement, comme l'a toujours rêvé le président Houphouët-Boigny? Oui, l'indépendance économique de la Côte d'Ivoire, c'est un processus. C'est vrai que là où nous étions en 93, nous sommes sur la route de l'indépendance économique. C'est un processus, nous évoluons par palier. Les acquis que nous avons pour notre indépendance économique dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas, sinon on ne les avait pas hier. Et aujourd'hui, il y a des pas qui sont menés vers l'indépendance économique. C'est vrai qu'on ne peut pas se prévoir là pour dire qu'économiquement nous sommes totalement indépendants, mais il faut dire que nous sommes sortis de la buée et aujourd'hui, le bout du tunnel n'est pas loin parce que des efforts sont consentis pour que nous puissions arriver à cette indépendance économique. Est-ce que la démocratie a progressé sur le plan politique? Et dernière question, vous parlez de transfert de la capitale, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Oui, justement, au niveau du transfert de la capitale à Yamoussoukro, je pense que c'est là qu'il y a le bémol. Parce que, véritablement, de façon administrative, on dit que la capitale, mais les infrastructures n'ont pas encore suivi. Pourquoi? Parce que quand celui qui prend le pouvoir en 2011, c'est-à-dire en 2000, le président Laurent Gbagbo avait déjà affiché cette volonté-là de transférer la capitale. Il avait déjà commencé avec la construction d'infrastructures un peu plus importantes. À sa suite, le président Alassane arrive. Il met un haut là parce que pour lui, il y a encore des chantiers un peu plus importants parce que le visage que quand on dit à la Côte d'Ivoire, on ne voit vraiment pas Yamoussoukro tout de suite. C'est à Abidjan que les gens voyaient. Or, le visage qu'Abidjan présentait n'était pas digne de la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait donc faire un toilettage des lieux et arriver à mettre à un standard un peu plus important le standing de la ville d'Abidjan, parce que c'était ça d'abord Abidjan la référence. Et puis, une fois ce seuil franchi, en ce moment-là, de façon très sereine, on pourra donc faire de Yamoussoukro la capitale politique, la capitale administrative dont a rêvé le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, comme je le disais, c'est une vision qui est basée sur un process évolutif par palier. Et je pense qu'après Abidjan, bien évidemment, toute la concentration se fera sur Yamoussoukro. Bien, le dernier point avant de revenir à Pucherik Balé, est-ce que la démocratie a connu une progression après le décès d'Houphouët-Boigny? Et puis la question de la paix qui avait été évoquée par Pucherik Balé, oui, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Oui, au niveau de la démocratie, vous savez que jusqu'au décès du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait forcément les forces politiques en présence, il n'y en avait pas assez. Mais les plus en vue, c'était le PDCI, RDA et le Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, le nombre de partis politiques que la Côte d'Ivoire a à son compteur est un peu plus important que ce qu'il y avait en 2000, en fait, dans les années 90. Maintenant, en ce qui concerne la notion de la paix n'est pas essentiellement basée sur la passation du pouvoir par les élections. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas encore eu... Mais c'est le rêve des Ivoiriens. C'est le rêve de tout le monde. Mais en même temps, le problème, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'élection d'un président démocratiquement élu par rapport à un autre président démocratiquement élu qu'on ne dira pas que la paix n'a pas eu lieu, la paix est menacée. Depuis qu'il y a eu le coup d'État de 99 déjà, jusqu'à aujourd'hui, le tissu social lui-même a connu une fraction. Les uns et les autres, tous ceux qui ont animé l'arène politique, chacun a eu son temps de pouvoir, avec tout ce que cela a comporté comme difficulté. Mais aujourd'hui, allègrement, nous sommes en train de consolider cette paix-là. Parce qu'une paix dans un pays est plus du fait de l'opposition que du parti au pouvoir. Bien. Pucherik Balé, votre avis là-dessus, au sujet de la progression de la démocratie en Côte d'Ivoire, et puis la paix qui est en train d'être consolidée en Côte d'Ivoire aussi. Bon, par rapport à la démocratie, c'est évident qu'on a eu un recul à plusieurs points de vue, puisque après le multipartisme qui a été acquis... Est-ce qu'on peut associer ce recul au nombre de partis, à la floraison des partis politiques? Non, pas du tout. Pas du Quand tout. tu dis en 90, on avait... Le problème, ce n'est pas le nombre de partis politiques. On avait de grands partis, le PDCI et le FPI. C'est le système. Comment est-ce qu'il est?
est-ce qu'il permet l'expression des principes démocratiques? C'est ça le problème. On peut avoir 1000 partis politiques et puis vivre dans la paix. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le système. Et à partir du moment où il y a eu une rébellion, à partir du moment où il y a eu une guerre en 2010, on a forcément reculé, puisque aujourd'hui, au lieu de faire la promotion de la démocratie, on est dans une situation où, après la guerre, il n'y a pas... Parce que la paix, là, le socle de la paix, c'est la vérité et la justice. Quand on est dans un système où on ruse, où on ment, où on veut faire croire ce qui n'est pas vrai, on ne peut pas obtenir la paix. Quand on est aussi dans un système où la justice n'est pas effective, et c'est le cas en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler de paix. Donc pour vous, la justice n'est pas effective depuis 1993 ? Du tout. Nous sommes dans une situation où on a connu une guerre avec 3000 morts officiellement. Il y a eu un procès à la CPI qui a donné un résultat. On attend que l'autre partie soit jugée. Ça, ce n'est pas encore le cas. On est dans un contexte où on a encore des prisonniers d'opinion. On est dans un contexte où on a des leaders politiques qui sont en exil. On est dans un contexte où l'Ivoirien est en crise avec sa justice. Aujourd'hui, quand vous avez un problème, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes inquiet, même quand vous avez raison. Parce qu'il y a beaucoup de dérives au niveau des procédures judiciaires. On est dans un contexte où on enlève les gens au lieu de les convoquer. On ne peut pas parler de paix. Comme on dit là, ce n'est pas l'absence de guerre qui fait dire qu'il y a la paix. La paix, c'est tout ça. C'est est-ce qu'il y a la justice? Est-ce qu'on travaille dans la vérité? Est-ce qu'on travaille dans le respect des principes qui régissent notre société, les principes républicains dont on se targue? Non. Quand la réponse est non, il n'y a pas de paix. Bien, Eric Bayala, réaction? Oui, non, à ce niveau-là, je pense qu'il faut qu'on arrive à clarifier un certain nombre de choses. Parce que il ne suffit pas d'être leader d'opinion ou bien leader politique et puis on pense que les actes de subversion que nous menons doivent être passés par perte et profit au motif que nous sommes leaders d'opinion ou bien nous sommes leaders politiques et quand la justice va s'appliquer à nous, on dira qu'on est persécuté. Je dis non, parce que quand on est leader d'opinion et leader politique, cela renvoie à un modèle, cela renvoie à une attitude. Et c'est cela qui m'amène à paraphraser le président Félix Houphouët-Boigny qui dit que la paix n'est pas un mot, n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Justement, donc il ne suffit pas de se vêtir de la chasuble de leader pour dire que on est, parce qu'on est, on est politique ou bien on est leader d'opinion, donc on doit se méprendre sur certaines choses. Quand vous posez des actes qui arrivent à agresser les principes premiers de la paix dans une république, mais justement, vous êtes confronté à la justice. Et tant que ça sera comme ça, la justice va s'appliquer à vous. Et si la justice s'applique à vous, et que les gens dans la justice, pas dans l'injustice. Non, et que les gens penseraient, que ça allait contre eux. Vraiment, je suis vraiment désolé. Et donc, pour ce qui est de la paix, comme je dis, la paix, aujourd'hui, c'est pratiquement une donne qui est essentielle et qui est chère à tout le monde. Je ne vois pas de dirigeant qui va venir dans un pays, sinon qui est au devant de son pays, et mener des actes pour ne pas qu'il y ait la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, bien évidemment, tout le reste qui participe au mieux-être des populations est ébranlé. Vous êtes convaincu aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en paix? Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes parti de chez vous. Sereinement, vous êtes arrivé ici, non, vous allez vous retourner. Moi, aujourd'hui, justement... Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, que la Côte d'Ivoire est en paix? Non, aujourd'hui, ce sur quoi nous nous basons pour expliquer qu'il y a la paix, c'est-à-dire, regardez déjà en 2010-2011, comment est-ce que la Côte d'Ivoire était défigurée par la crise, la grave crise que nous avons connue. Et nous sommes sortis de cette crise. Il y a des pays que je ne vais pas citer, mais qui n'ont pas pu se relever à cette vitesse exponentielle au niveau de leur croissance et au niveau de la stabilité dans leur pays. Il y a toujours encore des gemmes, mais en Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas, on ne sent même pas que nous avons connu une grave crise 2010-2011. Vous voyez aujourd'hui comment la Côte d'Ivoire se porte, elle se porte mieux, les Ivoiriens communiquent entre eux, il y a la possibilité de se déplacer, d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre sans qu'il y ait des problèmes. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe aux frontières des pays voisins, ils sont dans les pays voisins, au niveau de notre frontière septentrionale, mais
la Côte d'Ivoire reste stable, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Bien avant la pub, dernière question pour vous. Est-ce que vous jugez que les successeurs d'Houphouët-Boigny ont trahi ces idéaux? Oui, les successeurs d'Houphouët-Boigny, parce que il faut dire d'abord dans un premier temps, tous les successeurs d'Houphouët-Boigny, à quelques exceptions, n'étaient pas dans sa vision et dans sa philosophie. Quand vous prenez le combat qui a été mené par le président Laurent Gbagbo, par exemple, où il ne s'est jamais réclamé comme étant un disciple d'Houphouët-Boigny, notamment le président Alassane mais il fait partie de sa succession. Et fait le président Henri Konan Bédié. Oui, en ce qui concerne le président Henri Konan Bédié, il hérite à travers l'article 11 de la Constitution du pouvoir politique du président Félix Houphouët-Boigny, qui doit consolider le parti et l'amener vers son développement. Mais à côté de cela, on voit que la gestion des hommes, comme je l'ai dit, arrivait à la première explosion du PDCI-RDA. Donc il y a eu déjà un échec au niveau de la vision, sinon du rêve du président Félix Houphouët-Boigny, qui voulait construire un parti fort. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est par respect et par devoir d'obligation citoyen que nous citons le président Félix Houphouët-Boigny comme étant la référence, si vous voulez, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Mais Houphouët-Boigny a régné sur la Côte d'Ivoire sur 33 ans. Mais quand vous regardez la gestion du pouvoir du président Alassane Ouattara depuis 2010 ou depuis 2011 à aujourd'hui, 14 ans de pouvoir, ce qu'il a réalisé et ce que l'autre a réalisé dans 33 ans, vous voyez que quand on les met en potence, ce n'est pas le même niveau. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara a mieux schématisé Félix Houphouët-Boigny que quiconque en ce qui concerne ses successeurs. Bien. Alors, puis Chérif Balé, dernière question. Est-ce que les successeurs ont trahi les idéaux du président Houphouët-Boigny, notamment les présidents Alassane Ouattara et feu Henri Konan Bédié? Et puis réaction aussi sur le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Ok, rapidement. Je pense que le président Henri Konan Bédié n'a pas trahi les idéaux du président Houphouët-Boigny. Malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps de faire tout ce qu'il voulait faire. Le président Bédié a toujours été un homme de paix et donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne les infrastructures, il était en train de mettre en œuvre les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique quand il y a eu le coup d'État de 1999. Donc lui, ça va. Maintenant, par rapport au président Ouattara, ce que j'aimerais dire à M. Bayala, c'est qu'il ne faut comparer que ce qui est comparable. Les deux n'ont pas travaillé dans le même contexte et donc on ne peut pas les comparer comme ça. D'autant plus qu'il y a des réalisations du président Houphouët qui sont encore là et qui ont traversé le temps et qui font toujours la fierté de ce pays. Donc j'aimerais dire que c'est justement le président Ouattara, ce prétendant oufouettiste, qui a trahi tous les idéaux du président Houphouët, parce que c'est avec lui que la paix s'est dégradée, c'est avec lui que nous sommes aujourd'hui dans une situation où chaque fois qu'il y a des élections, nous sommes inquiets, en espérant que, avec toutes les propositions qu'on fait, mais la paix s'est dégradée après la mort, disons, depuis 80, on va dire 99, avec le coup d'État. Bon, vous faites bien peut-être de lui rafraîchir la mémoire, mais le sujet n'est pas les dessous. Le sujet n'est pas les dessous de tous ces coups-là. Mais sinon, on connaît les responsables. Je voudrais que nous nous en tenions aux idéaux du président Houphouët. Voilà. M. Bayala, il est dans son monde, il est dans son rôle. Ça, c'est son problème. Mais tout comme vous également. Parce que moi, je n'ai jamais vu. Et les vidéos sont là. Je n'ai jamais vu Mme Balé aujourd'hui reconnaître au moins une action qui a été menée par le président Ouattara qui participe au moins à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on fait, vous trouvez toujours à dire que rien n'est fait, rien n'est fait. On ne peut pas être dans la négation, dans le négativisme, toujours en train de décrier tout ça. Moi également, je vous invite à voir dans une loupe de voir la réalité également. Ce n'est pas quelque chose d'ascension ou d'ascenser le quand vous parlez là, moi je vous écoutais. Non, madame, justement. Il y a un moment où vous êtes intervenu comme ça. Merci, Eric Bayala. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ça, c'est vraiment très grave parce que le transfert de la capitale participe à la politique de décentralisation. Mais il a reconnu que ce n'est pas encore une réalité, mais c'est un processus qui est en cours. Non, ça n'aurait même pas dû s'arrêter. Parce que le président Ouattara, qui dit être un bâtisseur, devrait savoir que
le développement, il se conçoit et il se planifie. Voilà. Et comme il y a plusieurs ministres, c'est pour dire que chacun a son rôle à jouer. Le projet de programme de transfert de capital à Yamoussoukro était sur la bonne voie. Le président Houphouët l'a lancé, le président Bédié a fait sa part en revoyant le plan. C'est faux, justement. Le plan. La seule personne qui a délaissé Yamoussoukro, c'est le président qu'on appelle Henri Konan Bédié. Il n'a pas délaissé. Si, vous n'avez pas suivi ce qu'il a fait. Le président Bédié a laissé Yamoussoukro pour aller construire Daoukro. Et nous en avons les preuves. Bien. Ça, tout le monde est unanime là-dessus. Il 30 secondes pour terminer. D'accord. Donc, le président Bédié a refait le schéma directeur de la ville de Yamoussoukro en intégrant la zone administrative politique. Le président Gbagbo est venu commencer à construire certaines infrastructures, le palais des parlementaires, la présidence et tout, et puis on sait ce qui s'est passé. Quand le président Ouattara arrive en 2011, en janvier 2012, ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est d'abroger la loi qui crée le programme de transfert de la capitale. Donc c'est lui qui a arrêté ce transfert-là. Et c'est les raisons, c'est lui seul qui les maîtrise. Sinon, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'est une mauvaise façon. Non, c'est pas... Si on veut être un vrai développeur, on devrait pouvoir... Ça n'a absolument rien à voir. Non, mais justement, comme ça, la pub la réclame publicitaire. Voilà, nous sommes dans la troisième partie en évoquant Félix Houphouët-Boigny. Nous avons abordé les fondements de la gouvernance ivoirienne. Mais qu'en est-il du Ghana qui, au fil des années, s'est imposé comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest? Que peut apprendre la Côte d'Ivoire de son voisin? Nous en parlons dans cette troisième partie avec nos consultants, Pulchérik Balé et Eric Bayala. Et je tiens à rappeler que nous sommes dans la dernière semaine de Entre deux News. Nous serons de retour à partir du mois de janvier 2024. Alors, 2025, pardon, voilà. Puis, Chérik Balé, quel enseignement vous tirez de ces récentes élections ghanéennes qui voient le retour de l'ancien président au pouvoir? Oui, les élections au Ghana nous donnent de l'espoir quant à la possibilité qu'en Afrique, il existe des pays qui arrivent à faire des élections sans qu'il n'y ait de contestation et puis vraiment dans l'apaisement. Le Ghana a connu ces périodes de turbulence en matière politique et tout le monde sait que même ils ont été aussi victimes des coups d'État, mais à partir d'un certain moment, ils ont su se discipliner avec le leadership de Jerry Rawlings, qui est venu par coup d'État, mais qui a su instituer la démocratie. Donc le Ghana est vraiment un très très bel exemple de mutation politique, de renforcement de démocratie, dont devraient s'inspirer des pays comme le nôtre, parce que il y a des bases qui sont importantes. Je pense que on devrait s'inspirer de l'exemple du Ghana en matière électorale pour réviser notre commission électorale, pour redéfinir tout notre système même électoral. Donc vraiment, c'est un pays qui donne de l'espoir. Comme je dis, on est vraiment fiers d'eux et on espère qu'on pourra suivre leur exemple. Bien, un pays qui donne de l'espoir, Eric Bayala, quel enseignement la classe politique ivoirienne devrait-elle tirer de cette élection, ces récentes élections ghanéennes? C'est vrai qu'on parle des élections couplées, présidentielles et législatives au Ghana, mais qu'est-ce que cela renvoie au niveau de l'opinion politique ivoirienne? Je pense que c'est un bon schéma, c'est une bonne école. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que les différents acteurs de la politique ghanéenne sont également, chacun en ce qui le concerne, sont suffisamment responsables. C'est-à-dire, au Ghana, par exemple, vous verrez une opposition qui est dans son rôle, c'est-à-dire qui ne s'oppose pas pour s'opposer, qui ne dénonce pas pour dénoncer, qui ne critique pas pour critiquer, mais une opposition qui est, si vous voulez, une
alternative de propositions, de solutions et qui aide à la gouvernance par rapport aux partis qui sont au pouvoir. Là-bas, on ne parlera pas de commission électorale indépendante pour organiser les élections. Ils font confiance à leurs institutions, notamment au ministère de l'Intérieur qui organise les élections, qui donne les résultats. Le perdant reconnaît qu'il a perdu. Il appelle celui qui a gagné pour lui dire que je reconnais ma défaite, félicitations. Et donc ce sont des actions qui sont menées, qui doivent permettre à tous les acteurs ivoiriens de pouvoir avoir cette attitude-là, ce comportement-là, avoir non seulement confiance à l'organe qui organise les élections, pouvoir accepter les résultats qui en sortent, et puis ensuite avoir l'attitude et la démarche d'une opposition responsable. C'est tous ces facteurs-là qui ont participé à consolider la démocratie au Ghana. Et aujourd'hui, on vient de voir le bel exemple. Bien. Acteur responsable, hein, et pour pouvoir accepter des élections, on sait tous que l'organe qui organise les élections joue un rôle très important, notamment la CEI en Côte d'Ivoire. Oui, c'est important de relever que la confiance ne se décrète pas. La confiance se gagne. Et dans le contexte ivoirien, la CEI n'a rien fait pour gagner la confiance de tous les acteurs, bien au contraire. Elle continue de poser des actes qui amenuisent cette confiance au point qu'aujourd'hui, nous en sommes à demander sa réelle réforme. Nous en sommes à demander même le retrait des politiques de la CEI. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est par rapport aux acteurs politiques eux-mêmes. Dans les pays comme le Ghana, on n'a pas besoin de réclamer un dialogue politique comme nous le faisons en Côte d'Ivoire. Alors que nous sommes même dans un contexte de crise, parce que nous sortons d'une crise violente récente. Et donc, la responsabilité du pouvoir en place, pour qu'il y ait cet apaisement entre l'opposition et le pouvoir, est très grande. Parce que c'est à lui d'offrir, on va dire, le cadre pour que les acteurs politiques puissent se parler. Et c'est depuis ce que demandent et l'opposition et la société civile pour pouvoir échanger sur tout ce qui pourrait être des sources de conflits, tout ce qui pourrait encore nous emmener à des élections violentes. Et donc, la responsabilité du pouvoir en place est très, très grande pour garantir le cadre apaisé dont on a besoin pour avoir des élections transparentes. Il y a aussi la maturité de notre classe politique et puis la responsabilité de l'opposition ivoirienne. Non, non, la responsabilité relève de tous les acteurs parce que chacun a son rôle, sa part à jouer pour que le cadre devienne sain. Afin que quand on prend par exemple en 2020, l'opposition qui appelle à la désobéissance civile. Ce n'est pas un manque de responsabilité. Ayant causé des morts. Non, il n'y a pas que ça. Je veux dire, dans chaque situation, dans chaque contexte, il y a des moyens légaux que et la société civile et l'opposition ont le droit d'utiliser. Voilà, la désobéissance civile, c'est une manifestation. Maintenant, comment on en est arrivé là? Pourquoi l'opposition est arrivée à cette décision? Manifestation violente. Non, quand on programme une manifestation, on ne la programme pas violente. On programme des manifestations pacifiques. Maintenant, la violence intervient dans la suite. Pour ce que je sais, depuis que je suis dans cette arène-là, pour ce que je sais, chaque fois que nous, en tant que société civile, on a demandé à manifester, on n'a jamais eu d'autorisation. Alors qu'en principe, on n'a même pas besoin d'autorisation. Par rapport aux manifestations, notre Constitution nous soumet à une déclaration. C'est-à-dire que vous informez l'autorité, l'autorité prend les dispositions pour encadrer la manifestation et tout se passe bien. Dans notre pays... Et votre nouvelle ordonnance dit le contraire. Oui, mais c'est pire même que... L'ordonnance est en vigueur, d'ailleurs. Oui, l'ordonnance est venue empirer la situation. Parce qu'avant l'ordonnance, la Constitution demandait qu'on déclare les manifestations, mais les gens se sont permis de modifier le code pénal pour le rendre anticonstitutionnel afin de soumettre les manifestations à autorisation. Donc, il y avait déjà un problème avant même que l'ordonnance n'intervienne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est tout le monde qui doit se soumettre
aux lois. Il n'y a pas des citoyens pour qui la loi est faite et d'autres qui peuvent se permettre d'enfreindre la loi. Le problème dans notre pays, c'est que c'est le pouvoir lui-même qui est champion en la matière pour enfreindre aux lois. Et c'est ça qui crée après des situations qu'on déplore. Donc, je pense que si tout le monde se met dans le respect des lois, si le pouvoir en place crée le cadre du dialogue, il n'y aura pas de problème. Bien. Eric Bayala, votre réaction sur la maturité de notre classe politique et la responsabilité des acteurs, notamment de l'opposition, le Ghana qui semble être en avance sur notre classe politique. C'est pas semble, ils sont très en avance. Mais tout à l'heure, dans mes propos, c'est ce que je disais. Je disais que l'animation de la vie politique dépendait exclusivement de la responsabilité des acteurs de la classe politique, aussi bien ceux de l'opposition que du pouvoir. Tout à fait. Et aujourd'hui, on sait bien même qu'en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile et les partis politiques ne parlent pas le même langage en ce qui concerne la CEI, parce que la CEI elle-même, elle a été instituée par la volonté des acteurs politiques. C'est eux-mêmes qui ont demandé la création de la CEI. Aujourd'hui, certaines organisations de la société civile demandent qu'on puisse extraire de la CEI les partis politiques, oui, mais les partis politiques qui ont demandé, au contraire, sont en train de parler d'auditer qu'on appelle la liste électorale, parce qu'eux, ils n'entendent pas de cette oreille la volonté de pouvoir sortir qu'on appelle ça, de la CEI. Donc vous voyez que déjà, à ce niveau, il y a un problème. Les gens ne parlent pas le même langage. Maintenant, pour les actions que les gens mènent, quand on parlait de la responsabilité, et puis on a dit que c'est une responsabilité qui doit échouer à tous les niveaux des acteurs politiques, mais dès l'instant où vous appelez à une manifestation, et puis l'intitulé de la manifestation dit « désobéissance civile », il y a un problème. C'est ça. Quand on appelle à aller désobéir, ça, c'est déjà un problème. Parce que, avant d'en arriver, ça dit qu'on a évoqué ici les raisons, les causes, mais quand on projette une manifestation, et puis on dit qu'on va se réunir pour désobéir aux institutions de la République, aux lois qui régissent notre société, il y a un problème. Les conséquences, nous les savons, nous les avons vécues, et nous savons que ça participe à encore noircir l'histoire de la Côte d'Ivoire en matière politique. Aujourd'hui, le Ghana, à travers ses élections, arrive à donner une leçon à la classe politique en Afrique. On le dit ici, même en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais en même temps, comme je l'ai dit, la responsabilité se situe à deux niveaux. La responsabilité de l'opposition, la responsabilité du pouvoir, tout ça doit aller dans un même moule qui participe au mieux-être des populations. C'est pour ça que le dialogue politique est important. Justement, mais quand le pouvoir met en place un ministère en charge du dialogue politique ou bien un ministère qui est chargé des institutions de la République, ça veut dire que le pouvoir lui-même, il est dans les dispositions pour pouvoir engager le dialogue politique. Maintenant, le dialogue politique ne va pas au rythme ou bien au bon vouloir des acteurs politiques ou bien des personnes qui le demandent, parlant du dialogue. Et donc, il y a un calendrier qui fait que, parce que le retour ou bien les informations, l'état de fait de diriger le pays nous confère une position qui fait que nous avons une certaine prégnance sur les dossiers d'État qui ne sont pas la même position ou la même posture que ceux de l'opposition. On a vu des gens qui sont à l'opposition, qui font beaucoup de déclarations, qui font beaucoup de propositions, mais quand ils viennent au pouvoir et qu'ils ont l'appareil entre les mains, ils se rendent compte que toutes les propositions, mais les déclarations qu'ils ont eu à faire quand ils étaient à l'opposition, il y a des difficultés pour pouvoir les appliquer. Et donc, la posture, et donc la difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire quand on est à l'opposition, on a un discours, on a un verbatim qui va avec, mais quand on tient les manettes du pouvoir et qu'on a la destinée de tout un peuple, la posture que cela nous envoie doit nous commander à avoir une attitude qui est autre que celle de l'opposition. Une attitude de responsabilité. Au-delà de la Côte d'Ivoire, pendant que le Ghana organise des élections pour choisir démocratiquement son président, qui est un ancien président, dans la sous-région ouest-africaine, cette zone est marquée par des coups d'État. C'est un signal fort également à l'endroit de ces pays-là.
Oui, justement, ça dit que quand on prend les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'on a certains pays. Parce qu'on voit le parti au pouvoir gagner qui a perdu ses élections. Mais justement, le NPP a perdu les élections et c'est le NDC de John Dramani Mahama qui a remporté les élections. Mais c'est en fait, d'abord aussi, il faut dire que le Ghana s'est construit. Quand vous avez vu le pays qui a été dirigé par Jerry John Rawlings, qui était un capitaine de l'armée, qui a repris le Ghana, qui a fait ce qu'il avait à faire en termes de réforme. Aujourd'hui, l'une de ses batailles essentielles, c'était de réformer l'armée ghanéenne, de la rendre plus républicaine. Et donc, l'armée ghanéenne se tient très loin de toutes les questions politiques. Or, dans nos pays que nous avons, les pays de la sous-région notamment, ce sont les militaires qui ont laissé, si vous voulez, les casernes pour venir prendre en otage les différents palais présidentiels. Et donc, quand c'est comme ça, quand l'armée n'est pas républicaine, mais il y a également des coups d'État. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec la manière de gouverner d'un individu ou bien d'un pouvoir, mais la solution, ce n'est pas la prise des armes. Il y a des mouvements que nous confèrent de façon légale nos constitutions pour pouvoir aller à des élections. Parce que même quand vous partez à une élection et que vous estimez, entre griffes, que l'organe même qui organise les élections est déjà aux mains du pouvoir ou bien serait en faveur du pouvoir, mais il n'y a seulement que la mobilisation du peuple, de nos militants, pour aller exprimer son désaveu dans les urnes. Merci. Pour que le président Eric Bala. Merci. Je termine. Allez-y rapidement. Je termine parce que vous avez vu, vous prenez le Sénégal, le parti au pouvoir, à travers le ministère des choses qu'on appelle ça, des Affaires intérieures du Sénégal, qui organise les élections. Le président et son premier vice-président qui porte la candidature de son parti est vaincu par l'opposition. Vous prenez le Ghana, c'est le président qu'on appelle au parti au pouvoir qui a organisé les élections. Son vice-président également est vaincu par l'opposition. Pourquoi? Parce que les 19 millions d'électeurs ghanéens se sont mobilisés pour aller dire non à la politique économique de Nana Akufo-Addo, parce que le Ghana a connu une restriction économique et donc ils sont allés dans les urnes pour dire non. Donc dans les autres pays, si on estime Eric que Bayala, la politique est là n'est pas bonne, il faut aller dans les urnes. Comment vous réagissez aussi à ce sujet-là? Le Ghana, les Ghanéens ne veulent plus du pouvoir. Ils choisissent un candidat d'un autre parti politique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. Quand on ne veut plus du parti au pouvoir, automatiquement les militaires prennent les armes. Oui, moi je pense que cela pose le problème du système électoral lui-même. Quand le système électoral est transparent, la volonté du peuple ne souffre d'aucun détournement. Parce que le problème dans certains pays où il n'y a pas de stabilité en matière électorale, comme la Côte d'Ivoire, c'est que le peuple n'a pas confiance en la structure qui organise les élections. Quand on prend le cas des autres pays, ce n'est pas la même situation. Quand on prend le Burkina, le Mali, les récentes élections se sont bien passées. Chaque pays a son contexte. Mais d'une façon générale, le problème qu'il y a en commun avec tous ces pays qui sont instables, dont la Côte d'Ivoire, c'est la gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance parfaite. Mais quand la gouvernance inspire confiance, il n'y a pas de raison que des gens se lèvent pour aller prendre des armes. Il y a des gens qui ont pris des armes aussi en Côte d'Ivoire ici, il ne faut pas qu'on l'oublie. Sur quelle base ils l'ont fait? Si tant est qu'il faut attendre des élections pour s'exprimer, sur quelle base? Ils pourront répondre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand le peuple tout entier, qu'il soit civil, qu'il soit militaire ou politique, est en confiance avec son système, on assiste à des scènes comme ce qui se passe au Ghana. Et par rapport au pays de l'AES, moi je pense que le Ghana peut être un bon exemple puisque il ne faut pas qu'on oublie que c'est un militaire qui a installé la démocratie au Ghana. Mais il y a des militaires également dans d'autres pays, tels que le Burkina, le capitaine Thomas Sankara. Oui, mais eux, ils n'ont pas été... Vous savez, les gens viennent au pouvoir avec leur priorité, leur vision. Voilà, bon, ça les regarde. Ce que je veux dire, c'est que le cas de Jerry Rawlings devrait inspirer tous les militaires qui sont au pouvoir actuellement pour voir comment revenir
à une république. C'est très important. Merci, le cas du Ghana devrait inspirer tout le monde, que ce soit des gouvernements civils comme des gouvernements militaires. Place maintenant au carton rouge. Nous sommes dans les cartons rouges, le premier carton de cette semaine avec Eric Bayala. Mon carton rouge, c'est à l'endroit des forces de défense et de sécurité. C'est vrai, au cours de cette émission, nous avons salué l'action qui est menée, nous avons salué leur dévouement à apporter la sécurité. Mais ce que je voulais dire, c'est que le grand banditisme ou bien les vols à l'arraché, ce n'est pas seulement sur les grandes artères. Il faut qu'ils rentrent à l'intérieur des quartiers parce que ces bandits de grand chemin, à chaque fois, ils adaptent leur stratégie à la manière dont les forces de défense et de sécurité se positionnent. Ils ont quitté les grandes artères, ils ont quitté les foyers criminogènes, ils sont aux portes maintenant des citoyens, c'est-à-dire ils sont dans les quartiers. Donc la police nationale, la gendarmerie accentue les patrouilles à l'intérieur des quartiers. Il y a beaucoup de zones d'ombre que la CIU également, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année-là, arrive à électrifier, sinon à ramener l'électricité dans ces quartiers-là pour que la police puisse circuler, pour que les populations vraiment se sentent de plus en plus en sécurité. Parce qu'au niveau de Port-Boué, par exemple, il y a que les patrouilles n'entrent pas à l'intérieur des quartiers et il y a eu une recrudescence au niveau des agressions dans les différents quartiers. Vivement que les forces de police et de gendarmerie puissent accentuer les patrouilles à l'intérieur des différents quartiers. Bien, puis-je par les réactions sur ce carton rouge? Oui, il m'a donné le pion parce que c'est le carton rouge même que je voulais. Donc c'est bon là. Donc ça va, pour votre carton, ça va aujourd'hui? Non, je vais faire carton quand même. J'ai trouvé un nouveau. Toujours, allez-y, carton rouge. D'accord. Le carton rouge que je voudrais faire aujourd'hui, c'est... Je ne sais même pas à qui il faut l'adresser, mais en tout cas... À moi? C'est par rapport aux persécutions que les étudiants subissent. On a pris une mesure de dissoudre plusieurs organisations universitaires à partir de la crise qu'il y a eu avec la FESI. Et aujourd'hui, les étudiants sont délaissés, ils sont abandonnés. Il n'y a plus personne pour parler. D'ailleurs, même vendredi, il y a eu le procès du secrétaire général national de l'UNESI. On l'a condamné à 6 mois de prison pour outrage au ministre. Donc, je voudrais vraiment donner un carton rouge à nos autorités parce que les associations, c'est important, les syndicats, c'est important. On ne peut pas défendre aux gens de défendre leurs droits. Voilà. S'il y a un problème avec la FESI, ce n'est pas une raison pour l'étendre à toutes les organisations. Et par rapport aux informations qu'ils détiennent, le mieux aurait été d'engager des procédures contre les coupables pour ne pas nuire à toute la communauté universitaire. Parce qu'aujourd'hui, on les chasse des cités universitaires n'importe comment. Il n'y a pas de circulaire qui vient les prévenir qu'à partir de telle période, il y a tel type d'étudiant qui doit partir. On vient, on te trouve à 23 h, on dit demain à midi, tu dois partir. Ça fait un peu désordre. Bien. Eric Bayala, la réaction? Oui, non, sur la question, vous savez que depuis que la FESI et les associations estudiantines existent, il n'est pas encore arrivé à l'État de prendre ces mesures pour assainir le milieu estudiantin. Au regard de la crise dont les conséquences sont la dissolution de ces différentes associations, il faut dire que c'était une crise très grave où des étudiants, en lieu et place du stylo, ont dans leur chambre des machettes, ont des grenades, ont des treillis, ont des armes à feu, des armes blanches. Et je pense que c'est un processus que l'État a pris pour assainir le milieu estudiantin. Parce qu'il ne faut pas déjà s'en prendre forcément aux conséquences. Il faut déjà regarder en amont ce qui a amené l'État à prendre ce genre de dispositions. On ne peut pas faire l'apologie de l'impunité parce que nous sommes dans un monde estudiantin. Non, il est grand temps que l'État soit ferme pour que le milieu estudiantin se porte mieux. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui occupent illégalement les chambres parce qu'ils étaient sous le tutorat des organisations et des associations estudiantines. Mais aujourd'hui, l'État est en train de prendre possession de tout ça. Merci. Merci à vous. Place maintenant aux chiffres du jour.
Le chiffre du jour, c'est 608. C'est lié à l'éducation en Côte d'Ivoire. 608 lycées et collèges. On fait quoi? Ont été, choses qu'on peut construire ces dernières années par le président Alassane Ouattara. Bien sûr, de 2011 à 2018, la Côte d'Ivoire est passée de 294 collèges et lycées publics en 2011 à 902. De 2011 à 2024, il faut donc entendre, sous le leadership du président Alassane Ouattara, 608 collèges ont été construits sur l'ensemble du territoire, dont 222 collèges de proximité, soit une hausse de plus de 200%. La réalisation de ces nombreuses infrastructures scolaires en seulement 13 ans a permis de rapprocher l'école ivoirienne des populations et de relever le taux de scolarisation et d'améliorer de manière significative l'offre éducative. Plus cher Eric Balé, commentaire sur ce nombre d'établissements scolaires construits. 608. Pour bien se prononcer, faut avoir su l'étendue du déficit. On avait besoin de combien d'établissements pour juger de si les 608 suffisent ou pas. Ça, je n'ai pas les chiffres. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est déjà très bien parce qu'on a vu des établissements dans nos déplacements où les gens sont sous des apatams. Donc, si on a construit 608 établissements, c'est bien. Mais ce qu'il faudrait faire en plus, c'est vraiment de les équiper. Parce qu'il y a des établissements qui ont des problèmes de table-banc. On a vu l'exemple du lycée moderne d'Angré qui a fait beaucoup de vagues récemment. Donc, il faut pouvoir les équiper, pas seulement en table-banc, mais il y a un minimum de matériel scientifique qui n'existe pas. Nous, à notre temps, quand on faisait les cours de physique-chimie, même de sciences naturelles, on avait des laboratoires où il y avait un minimum et tout. Donc, il faut aussi aller dans ce sens-là. Merci Eric Bayala, votre commentaire rapidement. Bon, je pense que c'est à l'avantage de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, de 2011 à 2024, on en a construit plus d'établissements que depuis 1960 jusqu'en 2010. Et je pense que c'est un acte à saluer. C'est une vision qui participe au bonheur et au développement du milieu éducatif. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il ne faudrait pas que cette mesure s'arrête parce que la demande est encore importante. Il faut encourager nos gouvernants à construire plus d'écoles, plus d'établissements pour le bonheur du milieu éducatif. Merci Eric Bayala, merci à vous aussi, plus cher Eric Balé. Émission réalisée par Séverin Kouassi en abordant ces trois thématiques que nous avons explorées, des enjeux cruciaux pour notre pays et la région. La Côte d'Ivoire doit repenser ses stratégies, que ce soit en matière de fluidité routière, de préservation de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny ou d'apprentissage de modèles démocratiques comme celui du Ghana. Nous espérons que ce débat a permis d'éclairer les défis et les opportunités qui s'offrent à nous pour bâtir un avenir meilleur. Merci à nos invités pour leur contribution éclairée et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Entre deux News. Portez-vous bien et bonsoir.